monsieur Yaorana et bienvenue. Voici les titres de ce mardi 24 septembre. Il a été l'un des principaux acteurs de la renaissance du tatouage dans sa forme traditionnelle. Tavana Salmon nous a quittés ce matin à l'âge de 104 ans. Nous lui rendrons hommage. Desserte aérienne, logement et production de carottes. L'intégralité des questions au gouvernement ont porté sur les îles à Taraheuil. La deuxième séance de la session budgétaire a donné lieu à de vifs échanges. Ce soir, nous accueillons en plateau Nicolas Pérez, journaliste de la rédaction. Il tentera de lever le voile sur les pratiques du service psychiatrique du CHPF. Elles sont contestées par des patients, mais aussi par des soignants que nous entendons. Dans cette édition, vous rencontrerez aussi l'unique producteur d'hydromel du Fénois. Cette boisson alcoolisée à base de miel est un savoir-faire aussi précieux que rare. Vous en connaîtrez bientôt tous les secrets. Il s'est éteint à l'âge de 104 ans et c'est toute une vie que l'illustre Tavana Salmon a dédiée au renouveau de la culture polynésienne et plus particulièrement au tatouage traditionnel, une technique ancestrale qu'il a ramené des Samoa dans les années 80. Esther Cuneo. C'est tellement on est pour Tahiti. Et maintenant, je vois dans tous les publicités, les gars sont tatoués, je suis très content. Hein? Matamu, on n'a pas. Faire revivre le tatouage, un rêve aujourd'hui devenu réalité pour Tavana Salmon. Né à Tahiti d'une mère polynésienne et d'un père américain, il se passionne pour la culture ancienne de Tahiti, l'ère des alioi et du tatouage, avant les premiers contacts. Une passion qu'il partage avec Thea Hirschon, son amie la plus proche. C'était un homme de spectacle. Il avait le plus grand spectacle sur Waikiki Beach, très connu là-bas. Et de temps en temps, il revenait ici. On est devenus amis parce que bon, aussi j'étais très impliquée dans le renouveau culturel ici. Et le tatouage inclus, quoi. Mais c'était lui le maître. On est devenus très proches, il a habité presque toute sa vie chez moi. Et il y avait ce renouveau culturel qui commençait à naître, quoi. Et le tatouage en faisait partie. À l'époque, elle édite un livre sur les premières personnes tatouées par Tavana Salmon. Elle documente au passage le désir soudain de se tatouer qui se répand dans toutes les classes sociales. Une pratique jusqu'alors réservée aux têtes brûlées. Le tatouage était devenu juste un attribut des voyous, ceux qui allaient en prison, ou les cœurs, les flèches, ceux qui avaient fait l'armée et tout ça. Et puis Tavana est arrivé, le tatouage a commencé à revenir, à être connu, et ça a été un engouement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder le nombre de tatoueurs qui existent. Hein. C'était vraiment un besoin, de notre société qui avait besoin d'affirmer sa particularité. Son époux lui aussi connaît bien Tavana Salmon. Il a d'ailleurs fait partie du voyage aux îles Samoa. On témoigne son tatouage à la ceinture. Mais pour moi, le plus important, c'est là. C'est là où c'est quand même c'est douloureux, hein, mais il fallait le faire. Il arriver à ce niveau-là, il faut le faire. Et je suis fier parce que c'est terminé. Le colonel de Tahiti, avant, les gens ne le connaissaient pas. Alors c'est pour ça, c'est grâce à Tavana que les gens ont commencé à faire des petits tatouages, un peu là, un petit peu là, mais pas trop. Hein. Un hommage à cet homme de culture, l'association Aina Tatau, qui prépare le prochain festival du tatouage, y avait pensé bien avant son décès. On voulait faire rappeler à toute cette nouvelle génération que grâce à lui, aujourd'hui on est arrivé à ce niveau-là. Le tatouage polynésien est connu dans le monde entier. Alors c'est pour ça qu'on voulait lui rendre hommage. Le Tahiti Tattoo Fest se tiendra du 28 novembre au 1er décembre. Il réunira 53 professionnels, dont 6 tatoueurs traditionnels, sous le regard de ce grand homme. Un hommage à Tavana Salmon a également été rendu ce matin à l'Assemblée. Les représentants de Taraheuil se sont ensuite interrogés sur la stratégie adoptée pour maintenir la concurrence dans le ciel polynésien. Pour le président du pays, la balle est très largement dans le camp de la société pour soutenir Air Moana. On fait le point sur les liaisons domestiques avec Laure Philibert. Une minute de silence
en hommage à Tavanna Salmon. Le président de l'Assemblée, également maire de Paea, ne pouvait débuter la deuxième séance de la session budgétaire sans un hommage à l'une des figures de son fief. Quelques jours après le congrès des communes délocalisé à Tubuai, les représentants ont tous concentré leurs questions au gouvernement sur les archipels, en premier lieu sur la difficulté à écouler les 600 tonnes de carottes produites aux Australes. Ce sont désormais près de 70 tonnes de carottes qui pourrissent sur l'île, faute cette fois-ci d'avoir pu être transformées. Dès la campagne carotte de 2022, votre gouvernance avait assuré qu'un atelier d'agrotransformation pourrait transformer les dizaines de tonnes de carottes. On se retrouve malheureusement à la construction effective de ce fameux atelier qui va commencer à se faire simplement dans 2 semaines. Mais c'est surtout la desserte des îles qui interroge les élus. Si elle a reçu le soutien des Hakaiki et de Gaston Tongsan, la compagnie aérienne Air Moana pourra-t-elle maintenir ses rotations durablement? Nui Haulore interpelle le président du pays. Quelles autres mesures le pays envisage-t-il de mettre en place pour assurer ou tenter d'assurer la viabilité de Air Moana et surtout, quelle stratégie compte-t-il déployer pour favoriser le maintien d'une concurrence nécessaire et loyale dans ce secteur économique si sensible? Le dernier acte que nous avons entrepris, c'est cette LOI, donc cette lettre d'engagement pour une prise de participation de la Sofidep à hauteur de 1 milliard, tout de même, c'est pas rien. Il y a des conditions pour la mise en œuvre de cette LOI. Nous sommes dans l'attente du retour de la direction d'Air Moana sur ces conditions. La Sofidep a effectivement fait des avances de trésorerie. Ils attendent le déblocage, mais c'est conditionné à beaucoup de réserves que vous savez. Il s'est avancé sur effectivement un apport d'1 milliard du pays dans la société. Mais la condition, c'est que la société elle-même apporte 3 milliards. La société demande 1 milliard, c'est qu'elle n'a pas les 3 milliards. C'est une condition suspensive. Donc, ce sont ces engagements qui, aujourd'hui, posent problème à la société. Mais ça n'a rien à voir avec nous, notre gestion. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte que depuis 1 an et demi maintenant, il est président de ce pays. C'est lui qui doit assurer. Il ne faut pas continuer à diriger le pays en regardant en permanence dans le rétroviseur. Écoutez, me faire traiter de menteur par Edouard Fritsch, je pense que c'est une médaille en fait, par le même qui a avoué qu'il avait menti pendant 30 ans. Non, je n'ai pas menti, c'est bien le Tapura Ruilatira et son gouvernement qui a retiré du dispositif de défiscalisation les ATR, fermant la porte tout simplement à la poursuite des opérations d'Air Moana. Quant à la compagnie Air Motolink, elle pourrait commencer son activité d'ici la fin de l'année. Uniquement positionnée sur le transport de fret, elle attend la finalisation de son certificat de transporteur aérien. En marge de la session budgétaire au Fénois, nos élus gardent un œil sur le projet de loi de finances. Il sera bientôt au centre des débats dans l'Hexagone. Et quelle sera la place de la Polynésie dans le budget des Outre-mer? Nous avons recueilli leurs avis et analyses ce matin. Les Outre-mer seront désormais servis par François-Noël Buffet, un ministre de plein exercice qui n'est plus rattaché au ministre de l'Intérieur. Un choix qui témoigne de l'intérêt que porte le nouveau gouvernement pour les ultramarins. Un choix bien réfléchi, puisque nous avons toujours plaidé à ce que le ministère des Outre-mer soit rattaché au Premier ministre à Paris. Je ne peux que lui féliciter et surtout l'encourager, vu le contexte politique qui existe à Paris en ce moment. Si le gouvernement se veut rassurant et soucieux des ultramarins, son message est contredit par la baisse attendue du budget des Outre-mer, moins 250 millions d'euros, soit près de 30 milliards de francs. Nos parlementaires polynésiens vont devoir défendre les intérêts du Fénois. Nous allons être très vigilants sur ces fameuses baisses annoncées. Je sens que les débats à l'Assemblée vont être très houleux parce qu'il y aura une solidarité évidemment de tous les députés outre-mer pour sauvegarder toutes les dotations qui permettent justement ce partenariat avec l'État. L'urgence en Nouvelle-Calédonie, la vie chère aux Antilles, les conditions préoccupantes à Mayotte, les crises se multiplient dans les Outre-mer et la Polynésie est loin d'être la plus à plaindre. Une configuration qui fait craindre que le Fénois ne figurera pas parmi les priorités. Là, il ne faut pas que nous soyons égoïstes, c'est normal. Je pense qu'à l'intérieur de la gestion du budget d'Outre-mer, effectivement, une grosse part ira pour réparer ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. C'est à nous de bien gérer notre argent. Vous voyez, n'oubliez pas que nous avons quand même renvoyé 6 milliards d'emprunts garantis par l'État. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement riches
C'est un peu le paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui, c'est qu'on est finalement un peu le bon élève des Outre-mer. On a une économie qui, malgré tout, se porte bien. On a une situation sociale qui, malgré tout, est positive. Nous avons signé, renouvelé les conventions essentielles avant la dissolution de l'Assemblée nationale et la période d'attente du nouveau gouvernement. On a encore quelques conventions qui sont à renouveler, mais sur lesquelles le travail avance bien, donc je ne me fais pas de soucis. Le président du pays va rencontrer le ministre des Outre-mer lors de son prochain déplacement à Paris pendant la première semaine du mois d'octobre. Et nous allons parler de santé mentale. Le 25 août, nos confrères de Radio 1 révélaient qu'un médecin du service psychiatrique avait condamné les portes des cellules d'isolement de l'unité Tokani. Un acte fort pour dénoncer des conditions indignes d'internement. Le praticien a été mis à pied. Pour se justifier, il s'est appuyé sur 2 rapports du contrôle général des lieux de privation de liberté. Pour y voir plus clair, nous recevons en plateau un journaliste de la rédaction, Nicolas Pérez. Yaurana. Yaurana Emma. Qu'y a-t-il dans les conclusions de ces rapports ? Alors, nous sommes particulièrement penchés sur ce 2e rapport, en fait, qui est d'ailleurs disponible sur Internet, donc la population peut aller en fait directement se le procurer. Un document donc de 75 pages qui reprend en fait notamment 38 recommandations, et recommandations en fait qui pointent plusieurs manquements. Tout d'abord, en fait, comme le contrôleur décrit, des chambres d'isolement ressemblant davantage à des cellules de garde à vue. Le personnel soignant, d'ailleurs, les désigne comme des cellules. Aucune de ces chambres n'a de dispositif d'appel, d'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière et d'horloge pour permettre aux patients de s'orienter dans le temps. Il demande d'ailleurs également que ces chambres ne soient plus utilisées car sans accès à l'eau ni fenêtre. Et ces conditions extrêmes sont corroborées par 2 témoignages que vous avez recueillis. Nous écoutons Angela Rousseva, ancienne praticienne du CHPF. Il y avait déjà des travaux envisagés avant le Covid et que quand on est en sédation très importante et on se lève pour faire ses besoins sur des toilettes turques, on ne peut pas le faire et que du coup le respect de l'intimité ne peut pas être respecté parce qu'il faut qu'il y ait des soignants autour. Pour suivre, une infirmière a également nous a sollicité. Elle travaille toujours dans le service psychiatrique du CHPF. Elle témoigne à visage caché. Nous avons également modifié sa voix. Et elle, par crainte, en fait, surtout en fait, de pression, comme elle le décrit. Les conditions de vie à l'intérieur de ces cellules ne sont pas dignes d'un être humain. En maintenant ce genre de conditions, il va arriver un moment donné où il y aura un drame. Et après, que les gens soient d'accord ou pas, pour l'instant ça se passe pas, tant mieux. J'ai jamais dit que je veux que ça arrive. Je dis juste qu'à force de tirer sur la corde, déjà, on va briser le personnel, qui est déjà assez épuisé comme ça. Et 2, on crée les conditions idéales pour que le drame arrive. J'ai choisi de parler de manière anonyme pour protéger ma famille. Et pour éviter de subir les pressions que nous subissons déjà par rapport à la situation. Et donc, suite à l'observation de ces chambres d'isolement, le rapport du contrôleur indique également que ces chambres d'isolement doivent être fermées sans attendre la mise en place effective du pôle de santé mentale. Les autorités se sont-elles exprimées suite à cet épisode ? Oui, Emma, le ministre, notamment Cédric Mercadal, a reconnu que ces conditions étaient indignes, mais il a aussi affirmé que ces chambres d'isolement sont, je cite, le seul moyen dont dispose le CHPF. Une ancienne praticienne du service a souhaité répondre au ministre. Elle témoigne également à visage caché et nous avons également modifié sa voix. Le discours, on n'a pas le choix, c'est celui qui est tenu par l'ensemble finalement de la direction du CHPF, du service de psychiatrie. C'est celle qu'on veut faire croire aux Polynésiens pour qu'ils se résignent à subir éternellement les mêmes maltraitances. Un malaise qui explique aussi le mouvement de personnel. Selon nos informations, pas moins de 10 médecins se sont succédés depuis le début de l'année. Pour nos témoins, le service psychiatrique ne tient que par le professionnalisme des soignants. Je suppose On est dans une maltraitance. Les soignants sont soit dans une soumission, soit dans une certaine forme de lâcheté, soit ils se rebellent et du coup ils se font harceler, oui. Je garde un peu d'espoir parce que mes collègues sont d'une compétence infinie et c'est ça qui permet en fait de maintenir le service à flot.
Enfin, le CGLPL explique que le département de psychiatrie est dans une culture professionnelle qui favorise les restrictions dans la vie quotidienne des patients et un recours à l'enfermement. Je suppose que vous vous êtes rapproché des autorités pour les confronter à ces témoignages. Oui, par mail, nous avons contacté donc les services de la présidence qui nous indiquent que le ministère, je cite, a tenu compte de notre demande, n'hésitera pas à revenir vers nous à l'ouverture du nouveau pôle de santé mentale. Un pôle qui devrait finalement ouvrir début 2025. C'est donc dans quelques mois, mais je rappelle qu'il devait déjà être opérationnel depuis 2019. Effectivement, Emma. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Merci à vous. On enchaîne avec cette question plus légère. Connaissez-vous l'hydromel? C'est une boisson alcoolisée à base d'eau et de miel remise au goût du jour au Fénois par un apiculteur passionné. Pour diversifier les produits du terroir polynésien, Olivier Vernier s'est lancé dans la production de ce vin unique. Il est bien sûr à boire avec modération. Voyez ce reportage de Thomas Chabrol. Une couleur or, une robe pâle, au nez et en bouche, un subtil mélange d'acidité et de douceur grâce au miel. Dans cette cave de production, Olivier Vernier prépare son hydromel, un savoir-faire que lui a transmis un formateur de 80 ans. Olivier s'est lancé dans cette production artisanale il y a 5 ans. Aujourd'hui, grâce à ses équipements, son projet prend un nouvel élan. Dans ses cuves en inox, le mélange d'eau et de miel fermente grâce à des levures œnologiques. Ce mélange d'eau et de miel, on va le faire monter en température, on appelle ça le mou. Et dans ce mou, on va intégrer ce qu'on appelle un pied de cuve. Donc le pied de cuve, c'est un espace colonisé par des levures. Et ces levures, elles vont consommer le sucre qu'il y a dans le miel pour le transformer en alcool. Une fois l'hydromel stabilisé, le précieux liquide est transféré dans ces fûts de chêne. Comme le faisaient ses grands-pères, tonneliers et viticulteurs, Olivier perpétue des techniques viticoles, cette fois avec un produit du terroir polynésien, le miel des différents archipels. C'est important d'aller chercher le terroir, effectivement. On est sur un territoire qui est grand comme l'Europe, avec des richesses qui sont vraiment complexes. Là, on a déjà travaillé sur une cuvée d'hydromel des Marquises, de Ivaoa, qui est un miel exceptionnel et qui, je pense, nous donnera un hydromel de la même facture, quoi. Pour conserver tous les arômes du terroir, cet apiculteur prend soin de tous les ruchers. Les abeilles sont un peu ses vendangeuses. Sans elles, la production de miel est impossible. Avec un objectif à terme de 5000 bouteilles par an, Olivier a besoin de centaines de kilos du précieux nectar. La préparation des ruchers en amont est donc primordiale. Il faut compter à peu près 40% de miel pour faire de l'hydromel, donc pour respecter des doses standards, on va dire. Donc là, effectivement, pour notre projet, on est quand même tenu de faire des ruchers qui sont spécifiquement dédiés à la production de l'hydromel. Donc pour l'instant, on n'est pas encore complètement autonome de ce point de vue-là, mais on y travaille de façon à être rapidement totalement producteur du miel qui viendra servir notre hydromel, quoi. Depuis le début de l'année, Olivier a produit une centaine de bouteilles de ce vin demi-sec à 14% de degré d'alcool, unique au Fénois. Les premiers retours des cavistes, restaurateurs, hôtels, mais aussi de particuliers sont encourageants, assure Olivier. L'idée, c'est aussi de proposer des cuvées spéciales avec une vinification plus longue pour obtenir des arômes encore plus subtils. Un mot de culture, ils étaient une centaine d'élèves à assister ce matin à l'avant-première de l'emblématique pièce Itai, revisitée par le chorégraphe Moanahura Teheyura pour la célébration des 80 ans de Henri Hiro. Cette œuvre permet aux professeurs d'explorer avec leurs élèves l'écriture et la représentation. Rarhaumaha était avec eux, regardez. Voir de près une vraie pièce de théâtre Henri Tahiti, c'est une première pour beaucoup de ses élèves venus de Tarawa et Mateia. Toute première pièce de théâtre écrite, adaptée et mise en scène par Henri Hiro en 1976, Itai dépeint les différentes luttes entre les classes sociales et les professeurs comptent bien s'appuyer sur cette nouvelle adaptation pour travailler les compétences linguistiques des élèves. Pour la classe de 5e, nous avons pour finalité de produire une représentation théâtrale Henri Tahiti. On a entendu parler de cette représentation théâtrale Itai Henri Tahiti. On s'est dit que c'était l'occasion justement de venir voir de vrais comédiens pour que les élèves puissent s'inspirer. Et c'est parce que nous attendons d'eux de pouvoir faire la même chose.
Alors que la pratique du Rio Tahiti recule chez les jeunes, cette enseignante espère que cette pièce emblématique contribue à insuffler chez ses élèves le goût de l'art oratoire. La manière de faire pour pouvoir motiver les élèves à parler encore plus le Rio Tahiti. Ils savent parler en Rio Tahiti, mais malheureusement, ils ont honte de le faire. Et nous, en tant que professeurs de Rio Tahiti, on essaie de faire en sorte qu'il n'ait plus honte, et c'est possible. Oui, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, et il faudrait qu'on l'apprenne, qu'on le partage en fait. Tu comprends le tahitien? Pas vraiment, mais avec tout l'entourage en fait, les gestes, l'humour qu'ils ont employé, c'était un peu compréhensible. C'était plus compréhensible. Trouver aujourd'hui de jeunes Polynésiens qui maîtrisent le Reo Maori est de plus en plus rare. En 2020, selon une étude du ministère national de la Recherche, seuls 29% de la population parle une langue polynésienne. Je vous emmène en Australie, à Melbourne, où 2 équipes tahitiennes se sont illustrées lors de compétitions internationales de tennis de table. Retour sur leur performance avec Ronnie Moufat. La délégation tahitienne savait que ce ne serait pas simple, mais ces compétitions étaient l'occasion parfaite d'apprendre et de monter en puissance. Malgré des conditions de jeu difficiles et un froid peu habituel pour nos joueurs, les Tahitiens n'ont pas fléchi. Résultat, une superbe médaille de bronze dans la compétition par équipe, juste derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les grands favoris. Ça a été très difficile. Le niveau est assez relevé. Tous nos joueurs ils ont essayé de faire de leur mieux. On a vu de l'évolution, de la progression. Maintenant, c'était pas suffisant pour gagner plusieurs matchs, mais on sent quand même un retour avec du positif. De leur côté, les moins de 12 ans ont participé à la Oceania Hopes Week, un stage intensif dirigé par un ancien pro du tennis de table. L'objectif, se perfectionner, apprendre des meilleurs et surtout se préparer aux futurs défis. This kind of activity is a talent identification. Talent identification means that ce type d'activité sert à déceler les talents et les talents du monde entier. C'est une belle opportunité, pas seulement pour ceux qui ont un niveau peu élevé ou qui ont peu d'expérience, mais pour tout le monde. With the low level or less experience, it's a very good opportunity for everyone. J'aimerais remercier la Fédération tahitienne de tennis de table pour permettre aux jeunes de partir, de voyager, de découvrir un petit peu le niveau des étrangers. Objectif rempli pour ces jeunes talents tahitiens qui repartent avec de l'expérience et des connaissances en poche. Une belle promesse pour le futur du tennis de table polynésien. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Merci de nous avoir suivis sur TNTV. Dans un instant, vous irez au Canada avec Ramzi Malouki dans Sinenoui. Puis à 19h30, voyez un épisode de Koh Lanta. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.